Bonjour et bienvenue sur cet e-module de méthodologie transversale du travail universitaire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les stratégies de compréhension d'un texte écrit. Mais avant toute chose, avez-vous bien téléchargé et lu le document associé à cette vidéo? Si ce n'est pas le cas, appuyez sur pause, téléchargez le document et lisez-le attentivement. Voilà, vous êtes prêts? Alors, quels sont les objectifs du cours? À l'issue de ce module, vous devriez être capable de reconnaître les éléments de paratexte et définir cette notion. Utiliser le paratexte pour anticiper la compréhension, développer des stratégies de compréhension globale, développer des stratégies de compréhension détaillée, inférer le sens des mots inconnus à partir du contexte. Qu'est-ce que l'activité de compréhension de l'écrit? L'objectif est d'accéder au sens du texte, que celui-ci soit littéraire, journalistique, historique ou informatif. Cette méthodologie de la compréhension de l'écrit, qui vous servira dans tout type d'activité universitaire, que ce soit de la traduction, de l'analyse littéraire, de l'analyse de textes de civilisation ou autre, demande une compréhension fine de l'explicite et de l'implicite. Le travail de compréhension écrite se fait donc en deux étapes. La compréhension globale, celle telle qui permet d'accéder au sens global du texte, c'est-à-dire les éléments explicites. Et la compréhension détaillée, comme son nom l'indique, on pourra accéder aux détails, aux éléments plus précis du texte qui permettront de comprendre l'implicite. Afin d'accéder aux deux niveaux de compréhension, il faut procéder avec méthodologie. La première erreur à éviter est d'aborder le texte de manière linéaire et non dans sa globalité. En effet, si on s'intéresse au mot à mot, on ne va faire qu'accumuler les difficultés car le nombre de mots inconnus va aller crescendo. Au contraire, il faut commencer par faire un certain nombre de repérages avant de lire le texte en entier, puis en détail, et cela d'autant plus si le texte est en langue étrangère. Pour les besoins de l'exercice, nous allons partir d'un texte en français, mais la méthode s'applique évidemment à tout texte en langue étrangère. Vous avez donc dû télécharger et lire ce texte issu d'un site internet. Commençons par la compréhension globale. Il faut commencer par mettre en rapport le paratexte et le texte. Qu'est-ce que le paratexte? Ce mot est composé du suffixe grec para qui signifie à côté de et du mot texte. Le paratexte, c'est donc l'ensemble des éléments textuels qui accompagnent un texte écrit. Lorsque vous êtes en présence d'un document écrit, il y a en général le texte lui-même et le paratexte. Ce sont tous les éléments satellites du texte. Le titre, le nom de l'auteur, le titre de la publication, est-ce que c'est un livre, un journal, etc. La date de publication. Ces éléments doivent être consultés dès le début, car ils vont d'ores et déjà orienter votre esprit sur certaines ressources que vous possédez, c'est-à-dire vos connaissances préalables. Commençons avec le titre. Ici, conversation avec Michel Serres, les mutations du cognitif. Vous pouvez commencer par repérer les mots-clés. Conversation, Michel Serres, mutation du cognitif. Ce que nous dit le titre. C'est une conversation, autrement dit une interview, c'est-à-dire qu'il va y avoir des questions de journalistes suivies de réponses. Connaissez-vous Michel Serres? Si oui, très bien, mais sinon, la lecture du chapeau peut vous guider. Le chapeau est un court paragraphe qui précède le texte et qui va encourager le lecteur à lire l'ensemble du texte. On y apprend que Michel Serres est un philosophe, historien des sciences et homme de lettres, membre de l'Académie française. On peut donc s'attendre à un discours assez complexe, pointu et informé. Il ne s'agit donc pas d'échanges informels entre internautes sur un blog. La seconde partie du titre, les mutations du cognitif, nous confirme que le texte aborde des questions scientifiques et peut éventuellement poser des problèmes de compréhension, y compris pour des francophones. Il est vivement conseillé de procéder à un brainstorming, c'est-à-dire une tempête de cerveau, afin de noter tout ce que le titre vous évoque. Vous pourrez classer par thème le lexique et les idées qui émergent de votre brainstorming dans un schéma. Ceci est particulièrement intéressant en langue étrangère. Par exemple, le terme conversation évoque les mots entretien, échange, dialogue, interview. Cela implique aussi de l'oral, des questions et des réponses. Le terme de mutation, lui, est synonyme de changement, d'évolution, de transformation. Quant au mot cognitif, qui est peut-être celui qui est plus problématique ici, il peut faire appel à la connaissance, à l'intelligence, au savoir, à la réflexion ou à la notion de connexion. Le chapeau précise que cette conversation sera un entretien autour de l'informatique. On pourrait donc en déduire qu'on va s'intéresser sans doute au rôle de l'informatique dans la transformation de notre rapport au savoir, puisque Michel Serres est historien des sciences, ou tout du moins à ce que l'humain fait des connaissances qu'il acquiert à l'ère de l'informatique, Michel Serres étant philosophe. Ce travail que vous effectuez pour l'exercice de compréhension écrite vous sera très utile plus tard, et vous pourrez ainsi compléter votre schéma avec le lexique du texte. Intéressons-nous maintenant à l'auteur.
Dans un article journalistique, il est peu probable que vous connaissiez l'auteur. En revanche, pour un texte littéraire ou historique, votre connaissance de l'écrivain peut vous orienter sur la thématique de l'œuvre. Ici, les auteurs de cette interview sont Serge Abitboul et Gilles Dovec, mais vous ne les connaissez certainement pas. Il peut être intéressant d'aller vérifier qui sont ces personnes, notamment pour vous assurer de la fiabilité du document. Ici, nous apprenons qu'ils sont tous les deux chercheurs. Le titre de la publication maintenant. Cet élément sera significatif dans le cadre d'un article journalistique. Selon que la publication sera un quotidien ou un hebdomadaire, un journal ou une revue généraliste ou spécialisée, vous pourrez anticiper sur le contenu, plus ou moins technique du texte. Pour un livre, vous pouvez regarder le nom de l'éditeur. Petit à petit, vous apprendrez à reconnaître les spécialités de certains éditeurs. Par exemple, en France, Gallimard publie plutôt de la littérature, tandis que Dalloz publie des textes de droit. Dans notre cas, nous avons affaire à un site internet, theconversation.com, qui reprend une interview publiée sur un blog binaire. Nous avons cette information dans le chapeau. Comme on le voit dans le sous-titre du site en ligne, l'expertise universitaire, l'exigence journalistique, ce site s'appuie sur des recherches universitaires qui sont mises à la portée du grand public. Plus précisément, l'article est classé dans l'onglet Sciences et technologies, ce qui va orienter notre lecture. La date de publication. Elle vous aide aussi à vous préparer mentalement à la lecture. L'article a été publié en 2018 et le sous-titre fait référence au domaine de l'informatique. Cela nous permet de penser que les mutations du cognitif mentionnées dans le titre sont liées à l'émergence de l'informatique, chose inenvisageable si l'article datait de 1948 par exemple. Un autre exemple pour souligner l'importance de la date de publication est le sens que vous mettrez derrière certains mots. Le mot voiture, dans un texte daté du XIXe siècle, ne représentera pas le même véhicule que le mot voiture employé au XXIe siècle. Cela vaut de même en langue étrangère évidemment. Attention toutefois à ne pas confondre date de publication et datation du récit. Lorsque Ken Follett publie un roman en 1989 dans lequel il raconte une histoire se déroulant au XIIe siècle, il adaptera bien sûr son vocabulaire par souci de réalisme, mais il faudra également prendre en compte l'anachronie du récit. Une fois toutes ces informations collectées, vous devez vous intéresser à la nature du texte. À quel type de texte avez-vous affaire? Vous avez ici une liste non exhaustive des types de textes que vous pouvez rencontrer. Articles de presse, extraits de romans, poèmes, nouvelles, articles de blog, lettres, rapports, mémoires, pamphlets, etc., etc. À vous d'identifier à quel type de texte vous avez affaire. Chacun de ces textes se caractérise par des codes liés au genre. Par exemple, un journal intime commence souvent par Cher journal, est écrit à la première personne du singulier et propose le récit et les commentaires d'événements quotidiens. Autre exemple, une critique de film proposera systématiquement le titre du film, les auteurs et les acteurs, suivi d'un court résumé et d'un avis argumenté sur la qualité du film, sans bien sûr jamais dévoiler l'issue de l'intrigue. Reconnaître le type de texte vous permet d'anticiper sur les codes qui le constituent et que vous apprendrez à identifier. Une fois que vous vous êtes préparé mentalement à la lecture grâce au paratexte, vous pouvez commencer à lire le texte. À ce stade, vous procédez à une lecture globale et non à une lecture détaillée. L'idée est de comprendre le sens général. Cela signifie que vous n'allez vous intéresser qu'à ce que vous comprenez. Par définition, ce que vous ne comprenez pas est opaque. Vous le laissez donc de côté. J'insiste sur cette idée de partir de ce que vous connaissez. C'est la même démarche que lorsque vous vous êtes préparé mentalement avec le titre. Une fois la première lecture effectuée, vous pouvez faire un premier bilan de ce que vous avez compris et envisager le sujet dans sa globalité. Attention, si vous vous êtes focalisé sur ce que vous ne comprenez pas, vous allez vous sentir submergé et le seul résultat sera sans doute l'incontournable phrase J'ai rien compris, prononcée dans un gros soupir désespéré. Pour faire le bilan, vous devez donc pouvoir répondre à ces quelques questions. Quoi? Quel est le sujet du document? Quelle est l'action principale s'il s'agit d'un roman ou d'une pièce de théâtre par exemple? Quels sont les thèmes s'il s'agit d'un poème ou d'un article? Vous devrez pouvoir dire en une phrase J'ai lu un document qui parle de tel sujet. Qui? De qui est-il question dans le texte? Si c'est un roman, qui sont les personnages? Si c'est un texte historique, qui sont les protagonistes? Etc. Vous devriez pouvoir dire en une phrase J'ai lu un document qui parle de telle personne. Quand? Quand se déroule l'action? C'est le cadre temporel qui peut être chronologique ou pas. Si c'est un texte historique, quand ce document a-t-il écrit? Cette information est particulièrement importante. Est-il contemporain aux événements décrits dans le texte ou postérieur? Dans quel contexte historique a-t-il été écrit? Vous devriez pouvoir dire en une phrase J'ai lu un document qui parle de telle période. Où? Où se déroule l'action? Si c'est un document historique, cette information est cruciale, évidemment. On n'envisage pas comprendre un texte de loi, par exemple, si on ne sait pas à quel pays il s'attache.
Cette question est moins évidente ou moins pertinente pour d'autres textes, comme par exemple des poèmes ou une critique de film, où la situation géographique importe peu. Mais vous devriez pouvoir dire en une phrase: j'ai lu un document qui parle de tel endroit. Pourquoi? Dans quel but ce document a-t-il été écrit? Pour quel public ce document a-t-il été écrit? L'auteur représente-t-il un groupe particulier? Ou est-ce que le document s'adresse à un public en particulier? Ce document présente-t-il un point de vue spécifique? Il est indispensable de savoir à qui s'adresse un pamphlet politique, par exemple, ou une lettre, une chanson ou un discours, pour en comprendre la portée et le sens. Tout ceci devrait vous permettre de faire émerger le thème principal et les thèmes secondaires que vous devez être capable de résumer brièvement mais fidèlement. Certaines idées peuvent être regroupées sous un même thème. Y a-t-il des informations spécifiques plus importantes à noter? Comment cela éclaire-t-il la société, les événements, les problèmes décrits, pardon. Ayez une lecture analytique. Que veut dire réellement l'auteur? Quel message veut-il faire passer?